One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial, votre rendez-vous consacré à l'actualité de la Coupe du Monde 2026. Au programme, ce soir, une émission riche avec plusieurs thématiques. D'abord, un point sur l'équipe nationale d'Algérie entre gestion des derniers ajustements et ambiance positive autour du groupe, notamment à Kansas City, où les supporters continuent d'accompagner les Verts. Nous irons ensuite du côté du Brésil avec un premier test important face au Maroc et une question simple. Cette Seleção, version Carlo Ancelotti, est-elle encore candidate crédible ou un candidat crédible au sacre mondial? Et enfin, un focus sur le pays hôte, les États-Unis face au Paraguay pour leur entrée en lice dans ce mondial. Et on va aborder tout ça avec nos consultants. Sur ma droite, Khalid Mouchia, bonsoir. Bonsoir Khadija. Et sur ma gauche, Djamel Rachdi, bonsoir. Bonsoir Khadija. Et à ses côtés, Moustapha Maza est également présent. Bonsoir Khadija. Et nous aurons également dans quelques instants Karim Matmour en visioconférence. Et c'est parti pour cette édition de Club Mondial. Et donc, je disais, Karim Matmour est également présent avec nous en visioconférence. Bonsoir, Karim Matmour. Bonsoir tout le monde. Ça va? En forme? Oui, ça va. Sur le plateau aussi, tout le monde va bien? Ouais, tout le monde va bien. Allez, commençons cette édition avec l'Algérie à quelques jours de son entrée dans la compétition. Le groupe poursuit sa préparation avec un cadre global, serein, notamment marqué par une belle communion avec les supporters à Kansas City. Et la dernière séance d'entraînement a été marquée par une ambiance festive en présence des supporters algériens venus en nombre à l'occasion idéale pour échanger des salutations et immortaliser ce moment en photo avec les joueurs et le staff technique. Donc les supporters présents à Kansas City ont affiché un soutien indéfectible aux Verts avant le début du mondial, se disant prêts à les pousser tout au long de l'aventure. Donc je commence avec vous, Djamel. On a vu des images magnifiques à Kansas City. Est-ce qu'on s'attendait à voir une telle ferveur de la communauté algérienne aux États-Unis dès l'entraînement? Sérieusement, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'Algériens à Kansas City. Parce Pareil. que vraiment, je dis qu'on est partout, c'est vrai qu'on est partout, là, mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de ferveur dès l'arrivée de la délégation algérienne. Ajoutez à cela les citoyens de la ville de Kansas City, des Américains, qui étaient en train de faire la queue pour venir un petit peu côtoyer un petit peu les joueurs algériens, de la sélection algérienne, et connaître mieux l'Algérie. De toutes les manières, ce qui est sûr, c'est que nous aurons là-bas non seulement les Algériens, mais en plus des habitants de Laurence, et Laurence, qui seront de fervents supporters de aussi de l'équipe nationale. Oui, voilà. Justement, comment ce soutien, Khaled, populaire, même à des milliers de kilomètres d'Alger, peut-il infecter ou impacter, on va dire, le moral avant une aussi grande compétition? Impacter, bien sûr, très positivement même.
Comme l'a dit Jamel, on ne s'attendait pas à toute cette ferveur. Non seulement c'est une ferveur qui est, on va dire, normale parce que l'amour de l'Algérie n'est pas à présenter ou à définir, mais non seulement il y a la ferveur des citoyens algériens, mais il y a aussi la ferveur des habitants qui sont attirés par toute cette attention que l'équipe nationale emmène. Donc non, vraiment surpris, agréablement surpris. Et puis quand vous êtes joueur et que vous voyez ça, je veux dire que si vous n'êtes pas déjà que vous êtes motivé pour le mondial, mais quand vous voyez tous ces Algériens aux États-Unis qui sont venus pour vous supporter, ça donne envie d'être à 1000%. Et puis, Mustapha, le staff technique a permis ce contact direct avec les supporters. Est-ce une bonne stratégie justement pour évacuer le stress avant un match très important et avant une compétition très importante? Exactement. D'ailleurs, on a des communautés, que ce soit aux USA ou au Canada. Donc, c'est normal qu'ils veulent se rapprocher plus des joueurs et prendre des photos et des souvenirs avec des joueurs, mais aussi se rapprocher plus de notre Messie à nous, qui est Riyad. Donc pour nous, c'est vrai que ça donne chaud au cœur et se rapprocher des joueurs et les encourager. Je pense que c'est une bonne chose, que ce soit la séance le dernier entraînement ouverte. Donc c'est bien, c'est bon. Ça ne peut faire que du bien, de toutes les manières, pour les joueurs, hein, pour la délégation en général et pour les joueurs en particulier. Ça donne du baume au cœur et ils vont se dire qu'il y a quand même des gens qui sont derrière nous, là où on est. Exactement. Et il faudra répondre à leurs vœux et à leur désir de faire bonne figure pendant cette Coupe du Monde. Tout à fait. Et puis, Karim Atmour, vous avez connu ce genre de truc, ce genre de rendez-vous avec Khaled aussi. Est-ce que ce genre de communion avec les supporters donne un supplément d'âme avant d'aborder une compétition aussi importante? C'est clair que c'est toujours agréable de se sentir soutenu. On le sait, mais comme ça, d'avoir ce témoignage même à l'autre bout de la planète de la part des supporters et de se sentir même à des milliers de kilomètres soutenu par le peuple, c'est toujours très bien. Et du coup, c'est bien, ça les met tout de suite dans le bain. Et voilà, tout de suite, ils ont eu hier le dernier match de préparation. Ils vont aujourd'hui, donc c'était le décrassage. Là, on les voit, c'est au niveau du décrassage qu'ils ont été présents, les supporters. Et après, ils vont pouvoir justement un peu décompresser, ce lien avec tout le monde, et puis pour après rentrer dans la préparation et dans la dernière ligne droite. Et puis la bonne nouvelle du jour, c'est le retour progressif de Ramy Bensebaini, fin de l'inquiétude, on va dire entre parenthèses. Et c'est Ramy qui reprend les entraînements avec le groupe après une période d'inquiétude autour de sa conditions physiques et sa disponibilité potentielle pour le mondial. Donc il a repris les entraînements de Jamel et c'est une évolution qui apporte, on va dire, un premier élément de réponse sur un dossier qui a suscité beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. Excellente nouvelle, s'il a repris avec le groupe, ça veut dire qu'il est apte à, non seulement peut-être pas à jouer le premier match, mais toujours à être prêt pour entamer cette Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Moi, honnêtement, j'avais quelques doutes sur ça. Je pensais qu'il aurait été forfait totalement. Quand on voit la blessure qu'il avait auparavant, plus celle qu'il a contractée au niveau de la cheville droite pendant les entraînements, on se disait que c'était... Surtout quand on a vu qu'il avait une attelle au pied. Donc, moi, je suis vraiment content que Ramy reprenne au sein du groupe et pourquoi pas être aligné. On souhaite que ça va être un peu difficile parce qu'il n'a pas joué, il n'a pas de minutes de jeu depuis le 21 avril. C'était son dernier match où il avait contracté justement la blessure. Donc un mois, un peu plus d'un mois, c'est lourd quand même. 40 jours à peu près, plus de 40 jours. Ouais, un mois et demi. Mustapha, c'est un retour qui constitue justement un signal positif pour le staff de Vladimir Petkovic. Exact. Lorsque tu perds un de tes cadres, un des joueurs les plus capés, les plus expérimentés, un joueur qui te donne de l'assurance, pour nous, surtout dans l'organisation défensive elle-même, donc c'est difficile. Maintenant, comme Ramy a bien repris, il a réintégré la séance d'entraînement avec le groupe, donc pour nous, il est opérationnel, donc c'est une bonne chose. Tu penses, Mustapha, que tu dis qu'il est opérationnel, mais tu penses qu'il va jouer le match face à l'Argentine? Tu es là, Karim.
Je suis là. Je suis là pour observer ton beau t-shirt rose, t'inquiète pas. Il a très bien vu en plus. Ouais, il a Et bien, justement, on va poser la question peut-être à Khaled, justement, est-ce qu'il peut retrouver son meilleur niveau avant justement la compétition après plus d'un mois et demi Il sera jamais à 100%. d'indisponibilité? Il sera jamais à 100%, mais il peut le compenser par sa longue expérience. Il joue à un poste aussi où c'est vrai qu'il aura de sacrés clients, mais le sens de son placement pourra peut-être compenser ce manque de fraîcheur physique. Mais ça va être compliqué. C'est vrai que nous, on a émis des doutes, surtout quand, comme l'a dit Jamel, quand on l'a vu avec une attelle. Donc le fait de le revoir aujourd'hui, c'est positif, ça fait du bien à nous supporters, ça fait du bien au groupe, parce que même les joueurs autour de lui sont inquiets. Il est disponible pour le coach, mais je pense qu'il y aura peut-être une réunion 24-48 heures avant le match pour prendre une décision finale. En tout cas, quoi qu'il arrive, le fait qu'il ait repris, s'il n'est pas prêt pour le match de l'Argentine, il sera peut-être prêt pour le match de la Jordanie, et c'est une bonne nouvelle. Allez, Karim, Je pense retour. pas que. Ouais, moi je pense pas que Rami va jouer face à l'Argentine. Ça serait un peu le cramer aussi, brûler les étapes. Je pense que la préparation elle est plus pour le match de la Jordanie, parce que s'il a plus mal, parce qu'il y a deux paramètres. Un, c'est la blessure, être de nouveau en bonne santé. Deux, c'est avoir du rythme. Et donc déjà, la première étape, c'est de pouvoir s'entraîner et retrouver ses sensations. Mais après, de là, avoir du rythme pour commencer un match face à des gros clients comme l'Argentine, c'est pas un cadeau qui lui serait fait par le coach. Donc moi, je pense plus que la préparation, elle va s'acter pour le match de la Jordanie, le deuxième. Et justement, est-ce que le staff a-t-il aujourd'hui suffisamment de solutions pour compenser ce type d'absence? Il en a, c'est ce que je disais hier. Il en a. Le problème, c'est la complémentarité entre Mendy et Ben Sebaini et le fait que ça soit un gaucher. À chaque fois qu'il y a un joueur qui rentre pour le remplacer, automatiquement, ça met un des deux centraux en difficulté parce qu'il doit basculer à gauche. Soit c'est Belaïd s'il va à gauche lors du match contre la Hollande, la première mi-temps. Hier, contre la Bolivie, c'était Mendy qui était à gauche avec Chergui à droite. Donc ça va mettre un des deux joueurs en difficulté. Mais bien sûr qu'on a les joueurs pour pouvoir le remplacer. Par contre, Rami, il assure et il rassure. Le seul gaucher, à part comme défenseur, il n'y reste que Hadjam. Hadjam, oui. Ouais. Est-ce que Petkovic aura le courage de faire jouer Hadjam Il l'a jamais aux côtés testé. Si, il l'a essayé contre l'Arabie Saoudite. Il avait terminé au poste d'arrière central. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Mais bon, est-ce que s'il doit l'essayer, il aurait pu l'essayer pendant les autres matchs. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est pas d'essayer, c'est que si tu mets Hadjam dans l'axe, quel message tu envoies aux autres centraux? Même si toute la stratégie qui change. Parce que là, il a déjà essayé une défense à 3 avec Rami. Maintenant, quand Rami n'est pas là, il est obligé de revenir à une défense à 4. Donc, Mais sur la défense à 4, défense à 4, en fait, dans l'ordre de hiérarchie des défenseurs centraux, le numéro 3, c'est Belaïd. C'est lui qui jouait quand il y avait une défense à 3. C'est lui. Mais par contre, sur les deux derniers matchs, celui qui a joué à gauche, en deuxième mi-temps, à chaque fois, c'était Tougal. Voilà. Ouais. Mais sauf qu'en première mi-temps, il y avait Mendy, c'est vrai, contre la Bolivie. Deuxième mi-temps, Tougaï, oui. Et lors du match contre la Hollande aussi, Tougaï en deuxième mi-temps était à gauche, c'est vrai. Et justement, l'absence de Rami, est-ce qu'elle fragilise déjà le couloir gauche ou l'ensemble du système défensif, ou il peut encore, ou est-ce qu'elle aura aussi un impact sur l'axe central vu sa polyvalence aussi? Avec des joueurs très, très rapides comme joueurs argentins, très, très vivaces, etc., on va souffrir sur ce côté-là. Honnêtement, je m'attends à ce qu'on passe des moments très difficiles, parce que c'est pas aussi facile de remplacer un ami Ben Sebaini dans ce côté-là, parce qu'il y a aussi le manque de rigueur, un petit peu, je pourrais appeler ça, de Aït Nouri sur le côté gauche. Et donc ça ne facilite pas les choses. Dans le même côté, on aura une absence de taille, c'est-à-dire, et une petite carence sur le plan défensif du côté d'Aït Nouri. Le choix va être très difficile, cornélien, et je ne sais pas comment on va évoluer vraiment, honnêtement. Khaled, son importance est-elle davantage défensive, tactique ou liée à son leadership? Tout, les trois. Tu as tout cité, ça déjà. Donc non, bien sûr, comme on dit, c'est un joueur 4, c'est un joueur qui a pas mal d'expérience, c'est un joueur qui assure, qui rassure ses coéquipiers. C'est pour ça, même le fait de revenir, même s'il ne joue pas contre l'Argentine, il rassure tout le monde qui est dans le groupe. Parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir compter sur Rami
et Inch'Allah tout au long de la compétition, même si ce n'est pas le premier match. Mais pour revenir au match de l'Argentine, bien sûr que c'est une perte de poids. Par contre, après, voilà, on a des joueurs qui remplacent. Comme l'a dit Karim, il y a Tougaï qui est rentré 2 fois et qui a assuré côté gauche, qui a même surpris parfois, positivement. Donc après, il va falloir qu'il fasse un choix. Par contre, ce qu'a dit Jamel est très intéressant. Ça va être de trouver l'équilibre entre le central gauche et l'arrière gauche par rapport à Ryan Aït-Nouri si c'est lui qui joue. Parce qu'on connaît les qualités de Ryan Aït-Nouri offensivement. Il va falloir trouver quelqu'un qui assure l'équilibre au cas où si on perd le ballon et qu'on prenne des transitions def-off des côtés argentins. Donc là, ça va être vraiment un point où il va falloir être attentif. Sur ce côté-là, il va opter pour Hadjab, qui a plus de rigueur. Il l'a fait contre le Burkina, il peut même mettre les deux. Ouais. C'est pour ça que... Vous pensez qu'il va l'engager? On a parlé sur le côté défensif. On a oublié sur le côté offensif parce que déjà la construction commence par Zidane en allant vers le côté gauche, là où il y a Rami Besbaini. Là, ça devient un petit peu fluide. Mais quand Rami n'est pas là, là, ça agace un petit peu et ça devient un petit peu une relance lourde. Donc, pour moi, perdre un Rami sur le côté de la couverture, même les premiers ballons, qui rassure les premiers ballons, donc c'est difficile. Maintenant, le remplacer, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le remplacer, mais jouer comme avec Rami, je pense que c'est difficile. Allez, dernière question, Karim, à propos de Rami. Que représente aujourd'hui Rami Bensebaini dans l'équilibre de la sélection en général? Il y a à tous les niveaux, dans tous les équilibres, c'est-à-dire sur le terrain et en dehors du terrain. C'est un des leaders, c'est un des patrons qui rassure tout le monde. Donc c'est pour ça que je pense que la logique, en tout cas, ferait qu'il ne débuterait pas face à l'Argentine, mais s'il y aurait un problème vraiment et que ça se passe mal, le coach il l'aurait comme option pour le faire entrer en deuxième mi-temps. Mais surtout, ça serait de le préparer pour le second match. Donc je pense que en général, c'est cette logique-là. Et se dire, OK, dans le pire des cas, je prendrais le risque si ça va vraiment pas, mais en espérant qu'on n'ait pas besoin de lui face à l'Argentine et qu'on arrive à tenir derrière. Et donc voilà. Et pour votre deuxième question, c'est par rapport à Aït-Nouri à gauche. Pour moi, il est indéboulonnable. Aït-Nouri, c'est pas un sujet, il va jouer à gauche. Il fait partie des cadres aussi pour l'entraîneur. Donc je pense que la question ne se pose même pas. Cette situation ne veut pas pousser Petkovic à revenir à une défense à 3. À 3. Ah, si. Surtout que j'avais montré le dernier match de l'Argentine, qu'ils arrivaient, en fait, une de leurs forces, on fera une grosse analyse tactique quand je reviendrai sur le plateau dès demain, qu'ils arrivent à créer des surnombres sur les côtés. C'est l'une de leurs forces, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup gauche-droite, jusqu'à un moment donné, ils arrivent à une supériorité sur les côtés. Donc là, c'est des choses qu'il faudra canaliser pour nous. Et donc voilà, si Aït-Nouri il est trop offensif, il faudra justement que le coach le briefe pour pas qu'il soit trop offensif, parce que c'est ce qu'ils vont essayer de faire, l'aspirer. On sait tous, Aït-Nouri, c'est un joueur qui est connu mondialement, il joue à Manchester City. Donc il y a aucune surprise pour les Argentins, et au contraire, ils peuvent se dire on va l'aspirer comme c'est un joueur offensif, et après on va contre-attaquer derrière son dos. Justement, Karim, c'est pour ça quand tu dis qu'il est indéboulonnable, je pense qu'il y a un questionnement. Parce que non seulement il fait peut-être partie de la stratégie des Argentins, mais quand tu vois les matchs officiels de l'équipe nationale, à chaque fois, il n'a pas fait Burkina Faso, il met Hadjem avant qu'il se blesse, et il met Aït-Nouri devant lui. Oui, mais Aït-Nouri joue toujours. Oui, mais il l'a mis contre le Soudan, et le match du Soudan l'a fait réfléchir, donc il a mis Hadjem arrière gauche, Aït-Nouri ailier gauche, et c'est quand il s'est blessé au bout de 10 minutes qu'Aït-Nouri est repassé à gauche. Après, c'est pour ça que moi je pense que il a un temps d'avance pour être titulaire. Mais c'est pas assuré. À 100%. Du coup, parce que si tu mets Aït-Nouri, parce qu'Aït-Nouri, je pense qu'il va jouer, c'est pour ça. On avait la même question avant la Coupe d'Afrique. Est-ce que Aït-Nouri, Hadjam, on parlait de ça, finalement, il a toujours joué, et peu importe la position. Mais s'il met Aït-Nouri, alors c'est pas impossible qu'il le fasse en disant on va défendre, on va contre-attaquer. Et dans ces cas-là, je mets Hadjam et puis je mets Aït-Nouri devant, mais dans ces cas-là, tu enlèves encore un offensif. Il peut faire ça en mettant des jokers pour la seconde mi-temps, tu vois. Ouais. Je pense qu'il va essayer de faire passer l'orage dans un premier temps, essayer d'assurer un équilibre. Parce que ce qu'a soulevé Jamel est très intéressant. C'est-à-dire que tu vas avoir un droitier à gauche avec un joueur qui a aussi des qualités défensives, mais ses qualités premières, elles sont offensives. Comment assurer cet équilibre dans le dos, sachant que ce que tu viens de dire, les Argentins vont dédoubler, vont apporter de la supériorité numérique sur les côtés. Toutes ces questions, le sélectionneur, à mon avis, se les pose.
Et je pense pas qu'il est serein et qu'il va être nourri. Pour lui, c'est réglé. Ouais. Pas encore. Je pense qu'il va opter pour Hadjan. Pour Hadjan. Il peut le faire. Ouais, une Donc, défense à 3, soit carrément une défense à 5. Il peut le Il faire va aussi. jouer avec 5 joueurs, 5 défenseurs, 3 dans l'axe. Ouais, mais là, Jamel, si c'est ça, alors elle a servi à quoi tous ces matchs de préparation? Sur les 2 derniers matchs, tu joues à 4 et après pour faire un autre dispositif. Même ni les matchs de pas de préparation, ni les matchs officiels, on a vu la même stratégie et la même équipe. Donc, plus rien ne m'étonne. Honnêtement, plus rien ne m'étonne. Et puis espérant que ça sera un retour rapide. Justement, on a parlé d'équilibre de l'équipe, de l'équilibre de la défense, et ça peut peser aussi sur l'équilibre mental de l'équipe, vu son leadership. Il faudra être très fort défensivement contre l'Argentine. Ouais. Le plus important, c'est de ne pas perdre. Ou si on perd, Et de bien va perdre défendre. par une petite marche. Parce que si c'est le scénario de la Suède, ça va être très, très difficile. Hein. Allez, très bien. On va passer à notre sujet. C'est une désignation importante concernant l'arbitrage algérien. Et c'est Mustapha Gharbel qui sera au sifflet de la rencontre Écosse-Haïti. Et Jamel, c'est une désignation justement qui confirme la montée en puissance de l'arbitrage algérien. Oui, mais on espère quand même qu'il aura des matchs beaucoup plus intéressants qu'arbitrer le match. Bon, même si ça reste un match de Coupe du Mais Monde. ça reste quand même. la phase des poules. Le plus important, c'est qu'il est déjà dans le bain. Et bon, ça va être un match quand même, je pense, quand même assez déséquilibré entre l'Écosse et Haïti, qui fait ses premiers pas en Coupe du Monde. Donc ça va être un peu plus compliqué pour le... Mais je pense qu'avec les nouvelles lois, les nouveaux règles, les arbitres auront la tâche facile durant cette Coupe du Monde. Parce que tout est de leur côté. Il n'y a aucune contestation, c'est-à-dire ils utilisent de nouvelles lois exactement, et sans réclamation, sans rien du tout. Donc ça va être du beurre pour Gharbel. Hein. Ça va être du beurre. Je dirais qu'il fait partie des meilleurs en Afrique. Je pense qu'il a été sanctionné. Je précise de dire qu'il a été sanctionné lors de la finale de la Coupe d'Afrique, parce que c'est lui qui, normalement, qui arbitrera la finale de la Coupe d'Afrique. Mais là, il a... Pour les conditions que voilà. tout le monde Bon, connaît, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il pouvait pas Mais après, quand tu vois... maintenant, il est désigné pour ce match. Je pense que sur le plan mondial, je pense que Mustapha mérite bien sa place et mérite d'être allé loin dans cette compétition aussi. Hein. Alors diriger, Khaled, une rencontre en Coupe du Monde, c'est un test important. Je n'ai pas entendu. Diriger un match de Coupe du Monde, c'est en fait, pour les arbitres, c'est comme pour les joueurs, c'est le summum. Faire une phase finale de Coupe du Monde, c'est un rêve ou c'est... Exactement. Donc, non, je veux dire, Mustapha Gharbel, il n'est pas présenté. C'est pas ses premiers matchs internationaux. De toute façon, tous les arbitres, à leur époque, à chaque fois qu'ils ont fait un mondial, ils ont toujours été à la hauteur. Ils ont peut-être un peu plus de difficultés ici, dans le championnat local. Mais c'est vrai que les arbitres algériens se sont toujours bien comportés. Absolument. À l'étranger, sur la scène internationale, justement. Absolument. C'est pour ça que... Je me rappelle, moi, déjà avec Belaïd Lakard, au moment du fameux match Argentine-Nigeria. C'était lui qui justement, avait l'arbitrage algérien a toujours été bien représenté à l'international. J'ai dit qu'il a été sanctionné en Coupe d'Afrique. Parce que normalement, c'est lui qui... En plus, avec les nouvelles technologies qui le Exactement. protègent, comme a dit Jamel. Voilà. Donc ça va être facile. À partir du moment où tu as été formé ici avec toute la pression qu'il y a ici dans le championnat local, c'est comme il a dit, c'est du beurre. C'est comme la conduite. C'est comme la conduite. Et puis voilà. Si on a notre permis à Alger, on peut conduire. Exactement. Et du coup, bon courage à l'arbitrage algérien. Vous voulez dire quelque chose, Karim, par rapport à l'arbitrage algérien qui est en train de franchir un nouveau cap, justement? Ouais, c'est bien, on est content, on est fiers. On est fiers d'avoir un arbitre qui nous représente et voilà. Et puis je regarde. Oui. Non, je pense qu'il y a d'autres à dire. Et puis je vais enchaîner avec vous, Karim, justement. Oui. Non, il y a 3 arbitres. 3 arbitres algériens qui vont représenter l'Algérie. Non, je ne parle pas de son staff. Il est le seul arbitre central. Non, c'est le seul. Il y a un seul trio. Bien sûr. Et donc voilà, bon courage à ce trio algérien qui va représenter l'arbitrage algérien sur la scène internationale ou dans cette 23e édition de Coupe du Monde. On va s'arrêter pour une pause de pub et on revient juste ça.
Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial et on enchaîne avec le premier résultat de cette journée et le Canada et la Bosnie-Herzégovine se sont quittés sur un score de parité 1-1 au terme d'une rencontre très engagée lors du premier match du groupe B et c'est Sasa Lukic, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, avait donné l'avantage aux Bosniaques en première période et c'est un résultat globalement logique. Au vu d'un match longtemps dominé par les Canadiens, mais c'était sans efficacité, Jamal. Oui, mais dans l'ensemble, ils avaient mis quand même la pression sur cette équipe de bosniaque. Et Lukic, comme tu viens de le souligner, qui est le meilleur buteur du championnat roumain, il joue avec Slimani dans le club de Cluj. Et c'est lui qui a marqué le but contre le cours du jeu un petit peu. Sur une belle tête, mais bon. Mais toujours est-il que ils ont ouvert le score. Et la Bosnie-Herzégovine n'a pas pu remporter le match parce qu'il y a eu l'égalisation. Il y a eu une domination très très forte du Canada qui a réussi quand même à égaliser. Donc c'est un résultat qui n'arrange pas les affaires des deux équipes parce que tout reste à faire dans ce... Mustapha, est-ce un bon petit point pour le Canada ou 2 points perdus pour l'un des pays hôtes de cette édition? C'est le premier point de son histoire, le Canada. Donc, sitôt rentré à l'arrêt, il a égalisé un très beau but. Donc, je dirais que si on voit la physionomie du match, je pourrais dire que le Canada revenait de loin, surtout en deuxième mi-temps, lorsque le coach a fait rentrer à l'arrêt. Donc, il a pu égaliser et grignoter un petit point qui leur laisse un petit peu d'espoir dans cette championnat. Et c'est un point qui lance la compétition pour les Canadiens. Oui, mais je pense qu'ils peuvent quand même avoir un peu de regret par rapport à surtout les situations qui sont procurées en première mi-temps. Comme l'a dit Jamal, ils ont pris un but contre le cours du jeu. Ça les a un peu refroidis, mais ça ne les a pas empêchés d'égaliser. Donc il va falloir... le coach canadien va falloir justement essayer de capitaliser sur le fait qu'ils sont revenus dans le match, que mentalement ils n'ont pas lâché. C'est jamais évident une ouverture de Coupe du Monde à la maison, devant son public. Donc non, match nul, certes c'est 1 point, mais je pense qu'ils viennent juste de commencer la compétition. Et au vu de ce qu'ils ont montré, surtout les Canadiens, je ne suis pas très inquiet pour eux. Karim, une bonne entrée en lice? Plus ou moins assez équilibré, parce qu'il y a aussi la Suisse, il y a aussi le Qatar. Justement, qui vont profiter peut-être pour prendre... Ils vont profiter pour prendre la tête du classement. C'est pour ça que j'ai dit que le match nul n'arrange pas les deux équipes. Bon, pour moi, ça n'arrange ni le Canada ni la Bosnie. Si une des deux équipes est sortie victorieuse aujourd'hui, elle aurait plus ou moins assuré déjà une place peut-être en 16e de finale. Le deuxième match sera décisif, je pense. Justement, Karim, un commentaire par rapport à ce match. Donc la Bosnie et le Canada qui se neutralisent en attendant le match de la Suisse face au Qatar. Si on regarde en termes de statistiques, le Canada a eu plus de 60% la balle. Donc il y a eu quand même une domination dans le jeu. Et après, tout de suite, qu'il y a froid avec un but de la Bosnie, à domicile en plus. Voilà, mais ils ont montré du moral, ils sont remontés, ils ont continué à faire leur jeu. Je pense que sur le deuxième match, comme l'a dit Khaled, il sera assez déterminant. Et donc voilà, avec la Suisse qui, je pense, va dominer le groupe, en tout cas, il est le favori. Donc on verra le prochain match. Donc la Suisse qui jouera face au Qatar demain à 20h. Et on enchaîne directement avec le troisième pays hôte, les États-Unis, qui entre en scène aujourd'hui face au Paraguay avec le statut particulier justement de pays hôte, souvent porteur d'attentes fortes. Qui entre en compétition demain à 2h du matin. Donc j'arrive pas à cerner les horaires, donc excusez-moi. Donc à 2h du matin, c'est un match très très difficile. Il joue quand même le Paraguay qui n'est pas n'importe quelle équipe. Et qui s'est très très bien classé pendant les éliminatoires. C'est une équipe qui revient très fort. Après un passage à vide qui a duré 2 ou 3 ans, je pense que le Paraguay est revenu. Mais les USA, c'est quand même une machine à jouer, vraiment. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de... Je les ai vus contre l'équipe d'Allemagne. Ils n'avaient pas... Il ne faut pas dire qu'ils ont... C'est-à-dire que je voulais dire, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas eu honte de la défaite qu'ils ont eue contre les Allemands en match de préparation. Je pense que les États-Unis
pour faire quelque chose pendant cette Coupe du Monde, honnêtement. Alors, pays hôte, États-Unis, pays hôte sous pression face au Paraguay, et porté par le sélectionneur Mauricio Pochettino et justement par une génération aussi emmenée par Pulisic. Jusqu'où iront les États-Unis dans cette compétition? Oui, c'est une compétition difficile, malgré que le pays hôte, avec ses supporters, un petit peu de pression, c'est normal, mais ça reste quand même face à une sélection très, très accrocheuse, le Paraguay. Le Paraguay, 9 participations en Coupe du Monde. Je me rappelle, arrivé en quart de finale et sorti très difficilement par les Français, et le but en hors de défenseur central de la France, qui est sorti en quart de finale. Donc, face au Paraguay, ça va être très difficile. C'est une équipe très, très compétitive et très coriace. Donc, ça va être difficile. Et c'est le Paraguay qui retrouve la Coupe du Monde, Khaled, après 16 ans d'absence, et justement veut confirmer un comeback parmi les grands. Oui, bien sûr. Et quoi de mieux d'affronter un des pays hôtes? Donc la motivation sera là, le comeback, le pays hôte à domicile. Et puis, comme l'a dit Mustapha, c'est toujours des équipes difficiles à manœuvrer, les équipes sud-américaines. Donc, deux styles différents. Une équipe portée, comme tu l'as dit, par Mauricio Pochettino, avec beaucoup d'intensité, quelques joueurs vedettes, aux États-Unis. Donc, vraiment un match de style, mais qui ne sera pas facile. Une entrée en lice en Coupe du Monde, quand vous êtes le pays qui organise devant votre public, il va falloir digérer cette pression-là. Mais oui, bon match. Karim, de styles différents, mais même ambition, on va dire. Oui, après aussi, si on met un petit peu le contexte, les États-Unis, il y a environ une dizaine d'années, ils ont mis pas mal de réformes, nouvelles réformes dans le pays, justement pour favoriser la formation des jeunes. Et c'est là où on a vu David Beckham partir là-bas, prendre un club, Pour investir. avec l'arrivée des nouvelles stars. Donc c'est pour augmenter. L'équipe, elle est assez jeune, avec pas mal de jeunes talentueux. Et toute cette nouvelle politique de formation qui était prévue depuis un moment pour justement arriver à cette Coupe du Monde. Donc pour eux, au-delà de la pression du public, c'est aussi un vrai test pour voir un peu les effets de tout ce qu'ils ont mis en place depuis plusieurs années. Donc ça sera une rencontre qui oppose deux profils différents, mêmes ambitions. Qui va imposer, à votre avis, les pronostics, qui va imposer son identité dans ce match? Jamal, pronostic? Moi, je pense que les États-Unis vont battre le Paraguay. Honnêtement, je pense qu'ils vont les battre. Mustapha? Il y a beaucoup plus il va y avoir beaucoup plus de pression et l'avantage du public et du terrain, etc., va jouer un grand rôle ici. Une équipe paraguayenne difficile à manier, attention. Parce que Et très solide défensivement. Oui, on connaît la rivalité, on connaît aussi leur système défensif, on connaît très bien. C'est des joueurs accrocheurs, donc ça va être difficile. Moi, je dirais que ça serait un bon début, un bon match nul. Pronostic, Khaled? Jusqu'ici, Jamal, il ne s'est jamais trompé. Oui, il a gagné tous les paris. Il a dit les États-Unis, je vais dire les États-Unis. Ok. Allez, Karim, pronostic? Alors ouais, le Paraguay, c'est une des équipes toujours très compliquées à jouer en tournoi. Donc, mais avec la ferveur populaire, je pense que les États-Unis peuvent faire une différence. Très bien. Alors, direction maintenant le Brésil. C'est juste à côté des États-Unis, c'est pas trop loin. Alors, avec un premier test intéressant face au Maroc, eh bien, une Seleção dirigée par un Carlo Ancelotti, encore en phase de construction, et déjà confronté à une question majeure, son statut de favori. Donc, je commence avec Khaled. Le match face au Maroc représente-t-il un test révélateur pour Carlo Ancelotti? Absolument. Ou du niveau du Brésil version Carlo Ancelotti, toujours en phase de construction? Absolument, en fait, j'ai l'impression, depuis que Ancelotti était à la tête de cette équipe de Brésil, je n'ai pas vu un match référence du Brésil. Donc une entrée en lice en Coupe du Monde contre l'équipe du Maroc, ça va être un match où on va pouvoir tirer des enseignements. Est-ce qu'il a le rôle encore de favori? De par son histoire, oui, mais de par ses prestations récentes, pas forcément. Pas forcément. Donc, ça sera l'heure de vérité. Absolument. C'est un mondial. Après ce match-là, on pourra avoir quand même beaucoup d'enseignements et une vision, on va dire, sur le reste du tournoi que va effectuer le Brésil.
Allez, quels sont les atouts, à votre avis, de cette sélection brésilienne? Et est-ce qu'elle possède aujourd'hui les armes qu'il faut pour être l'une des équipes favorites dans ce tournoi? Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est la première fois que le Brésil est entraîné par un entraîneur étranger. Oui. Donc, Ancelotti, son parcours est connu. Et il y a une crise d'entraîneur au Brésil. Apparemment. Il n'y a pas d'entraîneur brésilien. Il est un des meilleurs entraîneurs au monde. Il a marqué son passage là où il est parti. Parce Il a qu'il remporté tous les titres en club. Oui, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur voilà. aussi. C'est ça. Et ce qu'il a apporté au Brésil, il y a quelque chose qui leur manquait, c'est-à-dire la rigueur italienne. Il a apporté même peut-être sur le plan du jeu, on ne verra pas le grand Brésil avec la samba, mais on verra quand même un Brésil bien équilibré, bien organisé défensivement. Je pense que c'est un des points essentiels de cette équipe brésilienne, c'est l'impact de Ancelotti sur le rendement de l'équipe. Et je pense que jusque-là, les résultats n'ont pas été aussi mauvais. Même si c'est difficile, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, toujours est-il que je pense qu'ils vont bien gagner cette rencontre et dire leurs mots au cours de ce mondial. Moustapha, justement, moi j'ai envie de rebondir sur ce que Jamel a dit. Il a dit que les résultats n'étaient pas aussi mauvais que ça, mais il a été longtemps critiqué depuis son arrivée, notamment sur quelques choix. Et surtout concernant quelques choix concernant le 11 du mondial. Ancelotti. Oui, bon, maintenant, il a pu avoir déjà le public de son côté en faisant appel à Neymar. Ouais. Déjà, il a bouché pas mal de contestations. Voilà. Donc, je pense qu'il va évoluer. Il va mettre l'équipe la plus représentative. Et il a une qualité de joueur exceptionnelle. Il faut le dire maintenant. Parce que vous avez des Vinicius, des Rafinha, donc c'est de grands joueurs, Marquinhos derrière. C'est de grands joueurs qui peuvent donner beaucoup de satisfaction à cette équipe. Justement, il a parlé de joueurs comme Rafinha, comme Rodrigo, comme Vinicius Junior. Justement, le Brésil a toujours été porté par des générations de stars qui font la différence dans ces matchs et qui font basculer à tout moment un match dans un grand rendez-vous. Aujourd'hui, ces noms-là qu'on a cités, peuvent-ils ou ont-ils les épaules qu'il faut pour assumer cet héritage brésilien, j'ai envie de dire? Exactement, tu l'as si bien dit, Khadija, parce que c'est une pression. Quand le Brésil ne gagne plus depuis 2002, avec une grande génération, les R9, les Cafu, les Roberto Carlos. Donc, chaque événement mondial, c'est toujours une pression d'essayer de gagner le titre. Après, quand on voit tous ces joueurs, toute cette génération de 2002, et leur qualité technique et morale, avec un groupe vraiment très solidaire, maintenant, quand on voit, il n'y a plus de joueurs au Brésil individuellement, à part Neymar qui joue avec un pied, parce que Neymar est toujours blessé. Donc, même les Vinicius, les Rodrigo, qui est blessé de toutes les façons, ne peuvent à eux seuls essayer de gagner le titre, parce que ça va être très difficile pour le Brésil, parce qu'il y a une forte pression sur les épaules de ces joueurs. On aurait souhaité quand même qu'ils jouent avec nous, hein, les Vinicius. Oui, mais après ce qu'il dit Moustapha, c'est important, parce qu'en fait, on est nostalgique, en fait. Tout à l'heure, tu l'as dit, le football samba, en fait. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont perdu un peu leur identité. C'est-à-dire que c'est d'excellents joueurs, les Rafinha, les Vinicius, mais ils ont pris, si tu préfères, l'identité européenne, la verticalité, alors que nous, on aime les joueurs qui font des feintes juste avec le corps. R9, on a grandi avec ça. En fait, on en voyait beaucoup de joueurs jouer en Europe, ils ont perdu leur identité. C'est ça. De jeu. Exactement. C'est pour Ils ça se sont qu'on est sévère. européanisés, alors que le football brésilien, c'était C'est le technique, c'est fantasque, magique, le folklore, le fantasque. C'était ça, le football brésilien. Mais si je peux me permettre... Permets-toi, Karim, permets-toi. Allez-y, Karim, oui. Bien sûr. Est-ce que c'est pas le football qui a changé? Oui, justement, oui. C'est juste qu'ils se sont adaptés au nouveau football. Hein. C'est fini le football samba. Après, il y a une mondialisation aussi. Il y a une mondialisation qui fait que la majorité des équipes jouent à peu près pareil maintenant. Il n'y a plus d'identité personnelle. C'est ce qu'on regrette en fait.
C'est pour ça qu'on est sévère avec l'équipe du Brésil. Oui. Si on voit par exemple depuis 2002, qui ne gagne pas. Ouais. Si on voit en 2004, 2002, 2006, 2010, La raclée de 2014. C'est des sélections européennes, à part l'Argentine la dernière. Donc c'est l'Europe qui domine les championnats du monde. La défaite sévère en 2014, exactement. justement. Ils sont plus collectifs. Donc par rapport aux Brésiliens, c'est pour ça que le Brésil perd son identité et perd son football. Karim, je voulais que vous rebondissiez justement sur cette nouvelle génération. C'est une génération de stars quand même. Rodrigo, Vinicius, Rafinha, ce sont des grands noms qui jouent dans des clubs, des grands clubs européens, mais qui peinent à, on va dire, à briller avec la sélection, avec la Seleção. Pourquoi, à votre avis? Bah après, c'est l'alchimie, hein. Eux aussi se cherchent, hein. S'ils ont cherché, s'ils ont cherché Ancelotti, un entraîneur étranger, c'est qu'ils ne trouvaient plus la solution en interne et qu'ils avaient peut-être besoin d'un regard extérieur pour justement retrouver cette alchimie. Avant, il y avait l'équipe qui tournait autour de Neymar et autour des individualités stars qu'il y avait, je pense, dans le pays. C'était culturel, c'était comme ça. Il y avait toujours un joueur capable de faire la différence. Mais le football, comme dirait un joueur connu, le football, il a changé. Non, mais c'est moi, je pense que c'est Laurent. Et aujourd'hui, aujourd'hui, le foot, en tout cas, c'est des performances collectives et c'est beaucoup de physique. Il y a beaucoup d'intensité et des bons joueurs de ballon, ça suffit pas. Il faut pouvoir avoir du rythme et pour rester au très haut niveau. C'est des athlètes. Karim, est-ce que vous pensez que justement le système brésilien est trop dépendant des individualités, ou il a toujours été? Non, les individualités, ils ont besoin juste de s'adapter à ce nouveau football qui est arrivé là depuis peu, basé sur des statistiques, sur beaucoup de courses, sur tout ça. Et eux, c'était pas leur cœur de jeu. Ils avaient des individualités qui à tout moment étaient capables de faire un geste pour éliminer. Sauf que maintenant, les équipes, elles sont en place et juste avec du talent, ça suffit pas. Il faut courir. Et justement, un casse-tête pour Carlo Ancelotti, il est face à un casse-tête offensif avec Neymar qui ratera forcément les 3 premiers matchs. Pas uniquement le premier match à Maroc, mais les 3 premiers matchs de poule. Moi, je pense qu'il ne comptait pas trop sur lui dès le départ. Bon, il a fait un peu de social en appelant Neymar. Oui, c'est beaucoup plus politique. Politique dans le foot. Non, c'est vrai parce que personne ne s'attendait, lui-même ne s'attendait pas. On a vu la scène de joie et l'émotion, la forte émotion du joueur. Moi, je pense qu'on va entendre parler de ce Brésil cette année, parce que je pense que la personnalité de Ancelotti va être très, très importante dans ce groupe. Il y aura beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de discipline dans le jeu. Il y aura plus de joueurs fantasques. Personne ne fera son carnaval, sauf à Rio. Et puis, est-ce que vous pensez que le collectif brésilien est suffisamment fort, justement, pour compenser l'absence de Neymar? Bien sûr. Bah, en fait, quand tu fais l'effectif cas par cas, mais il y a un super effectif. On a juste cité quelques joueurs, mais si vous voyez les clubs dans lesquels ils jouent, moi, c'est juste essayer de trouver un amalgame entre le football moderne, c'est-à-dire l'aspect physique, athlétique, et leur identité personnelle. En fait, il ne faut pas que ça soit ou tout l'un ou tout l'autre. Il faut essayer de trouver en fait, un cadre pour que ces joueurs-là, avec leur spécificité, puissent s'exprimer. Nous, pourquoi on est sévère, je le répète, avec le Brésil, c'est qu'en fait, on ne voit plus le Brésil de notre enfance ou de notre jeunesse. C'est ce qui fait que quand on a un match contre le Brésil, d'accord, on passe directement à un match anglais. Alors que quand tu regardais le Brésil à l'époque, Cafu à droite, Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Adriano, Ronaldo. La magie pouvait venir de n'importe quelle ligne. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a 2 flèches devant, Vinicius, Rafinha. L'avancante, je ne serais même pas capable de dire qui va jouer avançante, peut-être Hendrick, peut-être Richarlison. Voilà. Peut-être, oui. Il y a aussi Cunha qui est excellent. Justement. Donc, ça reste des bons noms, mais c'est plus les noms d'avant. Et je pense que le poids de l'histoire aussi est lourd pour eux. Parce qu'à chaque fois, on les compare aux anciennes gloires. Et à mon avis, c'est peut-être lourd à porter pour eux. Oui, et justement, la question qui se pose et qui s'impose, le Brésil retrouvera-t-il son aura mondial avec Carlo Ancelotti? C'est toute la question qu'on pose. Oui, et qu'on le souhaite. Je l'ai dit, avant que tu nous poses la question, j'ai dit qu'avec Ancelotti, on verra un autre Brésil que celui qu'on a vu ces dernières années. Avec un mélange italien-brésilien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ce match,
Ils savent que l'adversaire, le Maroc, va être très motivé pour essayer de les battre. Et ils ne veulent pas qu'ils écrivent l'histoire. Un dernier mot, Mustapha? Oui, ça va être très difficile. Ça va être très difficile avec Ancelotti. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu des matchs qui peuvent rester dans nos têtes. Parce que si tu vois l'effectif du Brésil, ça reste quand même de bons joueurs. Les Cunha, les Casemiro, Rafinha, c'est des bons joueurs individuellement. On finit avec... désolé Mustapha, on a fini avec Karim. Dernière question. Allez, une dernière question. Alors, Ancelotti réussira-t-il à mettre ou remettre le Brésil sur les rails? Allez, brièvement, oui. On me le dit, à l'oreillette. Je pense que le Brésil, ils font partie des 8-10 équipes qui sont favorites du tournoi quand même. Et qui finiront, en tout cas, leur heure de vérité sera à partir des quarts de finale. Ok, merci. Ça a été brillant. Allez, un dernier mot, Mustapha. Désolé pour... je vous enlève la parole. Un dernier mot pour finir. Eh bien, Inch'Allah, on verra le Brésil aller très loin parce qu'il fait partie des grandes nations du football. Et peut-être... Pronostic, on le verra dans le dernier carré, Brésil? Vite fait. Quart de finale, oui. Jamel? Oui, je pense qu'au quart, oui. Au quart, oui. Je pense Au quart. Jusqu'où peut-il aller, le Brésil? Ouais, les quarts, je pense. Les quarts? Oui. Ok. Donc, merci à vous tous. Merci de m'avoir accompagné ces 3 derniers jours. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Karim Matomour. Demain, donc, c'est mon confrère, Mohamed Amin Aberkan, qui va vous retrouver, même chaîne, même heure. Au revoir, bonne soirée. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!